Loi des finances 2024, mieux comprendre le fonctionnement du budget de l'État, c'était l'objectif d'une rencontre d'échange initiée par le patronat malien. À Bankas, la population bat le pavé pour manifester contre l'insécurité dans la localité, alors que nombreux bus sont pris pour cible par les terroristes. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a choisi la Mauritanie pour sa première visite à l'étranger ce jeudi. Plusieurs dossiers étaient au menu des discussions des deux présidents. Voilà pour le sommaire. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Le Conseil national du patronat du Mali a habilité la rencontre professionnelle ce jeudi 18 avril sous le thème « La loi des finances 2024 », une rencontre qui avait pour but de mieux comprendre le budget de fonctionnement de l'État en 2024. Paul Yapin-Kesson. L'objectif de cette rencontre professionnelle du Conseil national du patronat malien est de donner l'opportunité aux acteurs du secteur privé de mieux se familiariser avec le processus d'élaboration du projet de budget en République du Mali. Par rapport au budget dont nous avons reçu l'information comme tout le monde, qui se chiffre à 2387 milliards, ça c'est en recettes, et 3070 millions, ça c'est en dépenses. Et qu'il y a un déficit de 682 milliards. Et nous aimerions comprendre au CNPM comment ce déficit va être financé, est-ce qu'il est viable et quel est le rôle du CNT pour la gestion de cet instrument essentiel de management de notre pays. Ce fut également l'occasion pour les membres du patronat malien d'en savoir un peu plus sur les objectifs et les orientations de la politique budgétaire pour 2024 et comment sont définies les priorités de politique publique. Nous aimerions comprendre quels sont les secteurs prioritaires. On nous parle souvent d'éducation, de santé, d'infrastructure, de sécurité et d'autres. Mais nous voulons savoir dans cette priorité comment vous, au niveau du CNT, vous arrivez à sortir la priorité des priorités. Quel est votre mécanisme ou sur quoi vous vous fondez pour pouvoir faire comprendre à nos décideurs politiques la manière donc de prioriser les secteurs. Une initiative appréciée par le président de la commission finance du CNT qui salue un exercice démocratique à perpétuer. L'initiative, elle est salutaire et mérite soutien. Pour animer le thème retenu à cet effet, la commission des finances a choisi 3 de ses éminents commissaires qui vont vous entretenir sur les conditions générales de l'équilibre budgétaire de l'exercice 2024 et les moyens de mise en œuvre des politiques publiques à travers les différents programmes budgétaires. Selon le président du comité de pilotage du Conseil national de transition, Noussar, le secteur privé demeure le moteur de l'économie malienne. S'il est évident que le secteur privé malien dispose de moins en moins de capacités en raison de la conjoncture économique générale, il reste tout de même le moteur indéboulonnable de l'économie nationale qu'il convient de renforcer. Pour rappel, réunis en section plénière en décembre 2023, les membres du Conseil national de transition ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2024. Le texte adopté en matière de recettes prévoit des mesures pour soutenir la mobilisation des ressources. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 17 avril, a annoncé la dissolution de la coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. Cela intervient alors qu'il y a une opposition claire des acteurs de l'association avec les autorités de la transition. Dianeba Samaki. Les autorités de la transition ont interdit les activités des partis et associations politiques jusqu'à nouvel ordre lors du Conseil des ministres du 10 avril 2024. Antérieurement, on a assisté à une cascade de dissolutions des associations, notamment de l'association Solidarité pour le Sahel, Solissa, le 17 janvier 2023, de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, le 20 décembre 2023, de l'association Kaura le Renouveau le 28 février 2024, de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko, CEMAS, le 6 mars 2024, et de l'association des élèves et étudiants du Mali, AEM, le 13 mars 2024. À cette liste vient ainsi s'ajouter la dissolution de l'association
Coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali, dissous hier mercredi 17 avril 2024 par le Conseil des ministres lors de sa session. Les autorités de la transition reprochent à ces regroupements dirigés par l'ancien magistrat Chérif Koné le non-respect des limites imposées aux partis politiques et aux associations en termes d'agissement contraires aux principes nationaux. Parmi les griefs reprochés à l'association figurent également des actions susceptibles de perturber l'ordre public et de compromettre la souveraineté de l'État ainsi que l'unité nationale. À noter que cette dissolution intervient alors que l'ancien magistrat Chérif Koné a été impliqué selon les autorités dans des manifestations et des déclarations jugées hostiles aux autorités de transition, appelant à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Récemment, il s'est surtout illustré par des sorties appelant à la mise en place d'une transition civile après l'expiration le mardi 26 mars dernier du délai des 2 ans fixé depuis mars 2022 pour la fin de l'actuelle transition. De part et d'autre, les constituants de cette association s'étaient ouvertement opposés à la transition, dénonçant la gestion du pays qu'ils qualifient de mauvaise et appelant à un retour à l'ordre constitutionnel. Issa Kaoudim, ancien 4e vice-président du CNT, non moins président de la CRT Faso Kawele, a beaucoup milité contre les autorités ces derniers jours. Dimanche 14 avril, à l'aéroport de Bamako, il s'est vu refuser l'embarquement à bord d'un avion qui devait l'amener à Paris. Un acte que l'intéressé considère comme une nouvelle manifestation de la répression contre les voix critiques vis-à-vis de la transition. Par ailleurs, l'ancien ministre et député Ousseini Amion Guindo, après la suspension des activités des partis politiques, a dans un communiqué invité à la désobéissance civile de toutes les forces vives de la nation jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel au Mali. En plus de la suspension des activités des partis politiques, des regroupements politiques et des associations à caractère politique, les autorités ont également pris d'autres mesures telles que la révision du fonctionnement des associations. Cette série de mesures vise à encadrer et à contrôler davantage l'activité politique et civique dans les pays, suscitant des préoccupations quant à la préservation des libertés démocratiques et des droits fondamentaux des citoyens maliens. La population de Bankas, en proie à l'insécurité, est en colère. Ce jeudi 18 avril, les principales routes de la ville ont été barricadées. Les détails avec Soumaïla Fani. La sécurité au centre du pays demeure toujours une préoccupation majeure. À Bankas, dans la région de Mopti, la population fait face à un problème de sécurité, rendant la vie très difficile. Ce jeudi 14 avril, elle a décidé de manifester. L'objectif de la sortie d'aujourd'hui, c'est suite aux événements du mardi. Donc maintenant, il y a des cas qui ont fait l'objet d'enlèvement. Du coup, toute la population, c'est-à-dire j'ai nécessaire de se rencontrer et en train de prendre des actions à mener. Donc maintenant, c'est à l'issue de cette rencontre, il y a des actions qui ont été prises. Donc la première, c'est de barrer la route, sinon les routes, notamment la route RN15, communément appelée route des poissons et la route serpentine sur la colline. Cette situation n'est pas une première. Aujourd'hui, en quête de solutions, la population interpelle les autorités. En 10 novembre 2021, il y a 3 cas qui ont fait l'objet d'enlèvement. Jusqu'au moment où je vous parle, on ne sait pas quelle est la situation de nos otages. On n'a pas des informations ni rien. Il y a eu une seconde, troisième, ça c'est pas le 4e ou le 5e fois. Voilà. Donc nous avons dit qu'aujourd'hui il est plus que jamais important vraiment qu'on puisse interpeller l'État pour la sécurisation des personnes et des biens. Plus précisément mettre un camp militaire au niveau du Paris et Songobia. Pratiquement c'est là-bas où tous ces drames se passent. Pour rappel, Bankas manifeste sa colère au moment où le Mali organise le dialogue intermalien afin que les Maliens se parlent, s'écoutent et dégagent des pistes de solutions pour le pays. Parlons justice. Le Malien Yaya Cissé est condamné à Nouakchott depuis maintenant 12 ans pour le meurtre d'un Mauritanien. Après 12 longues années, ses soutiens gardent l'espoir en attendant une réouverture de son procès, laquelle est demandée par la Commission nationale des droits de l'homme. Assetou Mani Koulibaly.
Le 30 septembre 2024, un triste anniversaire pour Yaya Cissé. Cette date marque le 12 années d'emprisonnement en Mauritanie pour le Malien résidant dans ce pays qui a été condamné en 2012 pour le meurtre d'un Mauritanien. Après de longues années de bataille pour établir la vérité, ses soutiens sont mobilisés pour la réouverture de son procès. Car, ils en sont convaincus, M. Cissé est victime d'une erreur judiciaire. Ça va, Dieu merci, il a le moral, raconte Mme Cissé, l'épouse de Yaya Cissé. De retour de Nouakchott, où est incarcéré son mari, elle fait la navette entre la capitale mauritanienne et Nouadhibou, où elle vit avec leurs enfants. C'est ainsi depuis 2012. Elle partage son quotidien entre ses enfants et son mari, condamné et emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Son seul souhait est qu'il recouvre sa liberté et qu'il nous revienne sain et sauf. Dans l'attente d'une réponse officielle pour la réouverture de ce dossier judiciaire, pour lequel le collectif pour la défense de Yaya Cissé se mobilise, ce combat est aussi devenu celui de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, CNDH. Son président Agibou Bouhari, qui s'est personnellement impliqué, espère aussi un autre procès pour Yaya Cissé. Dans l'espoir d'un nouveau procès, le collectif pour la défense de Yaya Cissé a adressé une lettre ouverte au président de la transition afin de demander son implication personnelle. Il l'a affirmé lors d'un point de presse qu'il a animé à l'occasion du 12e anniversaire de l'incarcération de M. Cissé. De nouveaux éléments ont été découverts permettant au moins de mettre en doute sur les conditions de la condamnation de M. Cissé. Des éléments qui justifient, selon le collectif et les avocats de la défense, l'ouverture d'un nouveau procès qui pourrait le disculper. Outre sa présence en territoire malien le jour du meurtre dont on l'accuse, des témoignages éloquents et des documents de voyage officiels attestent de cette réalité. Même s'il tient bon pour sa famille, l'état de santé de M. Cissé s'est dégradé au fil du temps et nécessite une prise en charge efficace, selon le collectif Justice pour Yaya Cissé. Saluant par ailleurs les efforts des autorités de la transition à travers le ministère de la Justice et de la CNDH, il s'est dit confiant en la justice mauritanienne pour réparer cette erreur judiciaire. Je vous l'annonçais en titre, le président de la République du Sénégal est en visite en Mauritanie. Il s'agit de la première sortie du chef de l'État sénégalais depuis son investiture le 4 avril dernier. Aminata Keïta. Pour sa première sortie officielle, le choix du président sénégalais s'est porté sur la République islamique de Mauritanie. À Nouakchott, le chef de l'État sénégalais a été accueilli par son homologue mauritanien, Ould Cheikh El Ghazouani, également président en exercice de l'Union africaine. Les entretiens se sont poursuivis au palais présidentiel de la République islamique de Mauritanie. L'accent a été mis, selon la présidente du Sénégal, sur les secteurs prioritaires de la coopération multiforme entre le Sénégal et la Mauritanie, de renforcement des liens et de brassage socio-culturel. Le choix de la Mauritanie comme premier pays de déplacement du nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, n'est pas un choix fortuit. Je dirais que cette décision de la Mauritanie s'inscrit dans cette diplomatie de bon voisinage, de proximité. Et nous savons aussi que la Mauritanie et le Sénégal partagent cette découverte de gisements de gaz au large des deux pays. Il y a eu du retard justement dans l'exploitation de ce gaz et en termes de perspective, on parle de l'exploitation de ce gaz pour la fin de l'année 2024. Et je crois que ce sera l'occasion pour les deux présidents de discuter de ce dossier stratégique parce que l'exploitation du gaz va permettre aux deux pays de bénéficier de cette manne financière et de ses retombées autour justement de l'exploitation de ce gaz. Après la Mauritanie, le président sénégalais est attendu en Gambie le samedi 20 avril 2024 où il doit rencontrer son homologue Adama Barrow. Au-delà de ces deux pays, M. Bassirou Diomaye Faye envisage également rendre visite à ses autres homologues des pays voisins, puis de la sous-région selon la présidence du Sénégal. Depuis quelques semaines, des pluies torrentielles frappent le monde. Plusieurs continents ont été touchés, de l'Afrique de l'Est en passant par l'Europe, la Russie puis au Moyen-Orient. Des dégâts matériels et des pertes en vie humaine ont été enregistrés. Le tour d'horizon avec Soumaïla Fani. Ici, c'est le principal aéroport international de Dubaï. Au moment où les passagers attendent leur vol, des dizaines de vols entrant mardi ont été déroutés. Des pluies torrentielles ont frappé les Émirats arabes unis, provoquant des inondations généralisées dans ce pays désertique.
À Bahreïn, les mêmes inondations ont paralysé le pays et fait 18 morts à Oman, dont des enfants, dans la nuit de lundi à mardi. En Russie, la région d'Orenbourg ainsi que quelques autres régions du pays et la partie nord du Kazakhstan ont été touchées début avril par de fortes inondations aussi, après que des pluies torrentielles et la fonte des neiges ont provoqué le débordement de certains fleuves qui traversent la Russie et le Kazakhstan. Cette inondation, selon le ministre russe des situations d'urgence, a mis Orsk dans l'Oural près de la frontière avec le Kazakhstan dans une situation critique et obligeant des milliers de personnes à se faire évacuer. En Afrique de l'Est, notamment au Kenya, le fleuve Nyando fut débordé la semaine dernière par des pluies torrentielles continues, entraînant le déplacement de plus de 150 foyers à Obanka, dont certains ont cherché à s'abriter dans une école. Le bétail et les terres agricoles ont également été touchés par ces inondations. Fin mars dernier au Mozambique, les habitants du quartier de Gachen dans le district de Katambe à Maputo ont été désarmés face aux inondations causées aussi par des pluies torrentielles qui ont frappé le pays. Fin 2023 et début d'année 2024, le Brésil, la Syrie, l'Angleterre, l'Indonésie et la Tanzanie ont été aussi durement frappés par ces pluies torrentielles. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.